Alors, l'Anthropocène, donc une notion qui est relativement récente, hein, mais qui est aujourd'hui de plus en plus employée, passant d'une notion qui est une notion scientifique au départ, c'est ce que je vais développer en introduction, vers de plus en plus quelque chose qui est saisi par les sciences humaines et sociales, et aujourd'hui de plus en plus devient un objet politique, puisque, pour prendre un simple exemple, lors du week-end de début septembre, lors des universités d'été, on a eu par exemple le chef du Parti socialiste, monsieur... Son nom va m'échapper juste au moment où je dis Faure, Olivier Faure, qui évoquait justement cet Anthropocène, signe que c'est en train de passer dans une sorte de vocabulaire courant. Alors, un concept scientifique au départ, hein, qui désigne une nouvelle période géologique. Et cette période géologique, il a été proposé qu'on soit entré dans cette nouvelle période géologique à partir de la révolution industrielle, moment où l'humanité devient le principal agent géologique de la transformation de la planète. Donc c'est une proposition qui a au départ été faite, le mot a été forgé dans les années début des années 1990, si je me souviens bien, par un écologue, mais ça a surtout été repris à partir de 2000, et puis surtout dans un article de la célèbre revue Nature, un article dont l'auteur est un géochimiste, spécialiste donc des sciences de l'environnement, qui s'appelle Paul Joseph Crutzen, géologue, géochimiste allemand, hein, qui a donc popularisé en quelque sorte, au moins dans le domaine scientifique, cette idée d'une nouvelle ère géologique. Alors il faut quand même un peu développer sur cette nouvelle périodisation, hein, qui s'ajoute à toutes les autres. Hein. C'est une proposition qui d'ailleurs a été contestée par la suite. Hein. Sur cette donc représentation ici, hein, que vous voyez sur la diapositive, de l'histoire et de l'évolution de la biosphère depuis le début des temps géologiques, avec une biologisation progressive de la planète Terre. Biologisation, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez apparition de la vie, c'est un petit peu comme si la vie entretenait la vie. Et la planète donc devient la Terre, planète vivante, hein, à partir donc du début, hein, les premières traces que l'on en a, c'est il y a 545 millions d'années. Alors les géologues depuis lors, ça a commencé à se construire, hein, cette théorie au XIXe siècle, ont découpé toutes les périodes géologiques. Vous connaissez les ères primaires, secondaires, quaternaires, tertiaires, quaternaire dans l'autre sens, le quaternaire ayant d'ailleurs été rassemblé avec le tertiaire depuis 1990. Et cela correspond aux différentes étapes
de la façon dont la vie s'est développée sur Terre. L'ère, ce qu'on appelait l'ère primaire, c'est aussi ce que l'on appelle le paléozoïque, c'est-à-dire l'âge ancien de la planète vivante. Vous avez le secondaire, le temps des grands dinosaures, etc. C'est le mésozoïque, c'est-à-dire la période moyenne de l'âge de la vie. Et on arrive sur le vivant récent, si on peut dire. Hein. Il faut un petit peu, non pas maîtriser le grec ancien, mais enfin retrouver les racines grecques anciennes. Je vous rassure tout de suite, moi je ne maîtrise pas du tout ce grec ancien, mais la racine kainos qui a donné ce qu'on appelle le cénozoïque. Et donc ce suffixe cène que l'on rencontre après dans Anthropocène, ça va être le signe que l'on est dans le récent sur l'histoire de la vie sur Terre, on va dire. Et donc, la proposition qui est faite par Crutzen, c'est de désigner la période récente depuis la révolution industrielle comme étant l'Anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'agent géologique majeur devient l'homme, et l'homme à travers notamment sa société industrielle, à travers ses activités industrielles qui entraînent des changements majeurs d'un point de vue climatique, mais aussi avec des conséquences aussi sur la distribution même de la biosphère. Et je reviendrai un petit peu sur ces aspects-là en tant que spécialiste de géographie justement de cette biosphère et en particulier sur sa partie végétale. Oui, mais derrière tout cela, c'est ce que on peut voir hein, depuis cette théorisation qui, je vous l'ai dit, a été beaucoup discutée par les très sérieuses commissions de stratigraphie des géologues, hein, des grandes sociétés géologiques mondiales. Eh bien, c'est une notion qui a progressivement été saisie par les sciences humaines et sociales. Je vous ai mis ici quelques ouvrages venant de l'histoire, comme l'événement Anthropocène de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, comme l'Atlas de l'Anthropocène, préfacé par le philosophe Bruno Latour, qui est un des principaux penseurs de l'Anthropocène et de la politique de l'Anthropocène. Et c'est une équipe autour de l'Institut d'études politiques de Paris, autour de François Gémen, par exemple, qui a fait paraître cet atlas de l'Anthropocène. Et puis, très récemment, et y ayant participé, je ne peux manquer quand même de le signaler, l'apparition de ce dictionnaire critique de l'Anthropocène qui a été essentiellement écrit par des géographes et qui pose un regard géographique sur cette question, puisque cette question en fait et je vais essayer de le montrer, est très complexe à partir du moment où on essaye de voir comment ça se décline dans l'espace. Les économistes s'en saisissent aussi. J'ai aussi mis, on a des véritables petits festivals autour de l'Anthropocène, comme celui que chaque année, une sorte d'école, non pas d'été mais d'hiver, hein, que fait l'école urbaine de Lyon, hein, à l'école de l'Anthropocène. Vous voyez que
c'est une question qui est importante. Alors pourquoi justement y a-t-il ce saisissement par les sciences humaines et sociales? C'est que vous avez eu une utilisation qui a été une utilisation politique du concept d'anthropocène autour de c'est une image marquante, hein, ce changement de période géologique. C'est une image assez saisissante de la crise environnementale liée à l'impact des activités humaines. Et donc, l'anthropocène sert du coup d'argument pour définir, pour orienter, pour promouvoir des politiques, des actions collectives, des actions individuelles. On peut lier ça tout à fait avec l'émergence, par exemple, du développement durable, avec des idées comme la question de la transition climatique, de la transition énergétique. Et aujourd'hui, on l'a mesuré avec le dictionnaire critique de l'Anthropocène, on l'a écrit, hein, on a terminé l'écriture en 2018, et on s'est aperçu que depuis 2018, il y a une nouvelle injonction quasiment, hein, autour de l'Anthropocène, qui est le terme d'urgence. Alors, le terme d'urgence n'apparaît pas dans notre dictionnaire critique de l'Anthropocène, et pourtant il est devenu l'urgence climatique, l'urgence énergétique, l'urgence ceci, etc. C'est quelque chose qui est très marquant. Et puis, plus globalement, c'est une question qui est une question passionnante, aussi parce que c'est une remise en cause finalement de la philosophie de l'histoire telle qu'elle est née au XVIIIe siècle, au moment où justement se noue à la fin du XVIIIe siècle, où naît la révolution industrielle. À l'époque des Lumières, hein, l'idée qu'il y aurait un progrès scientifique et technique permettant le développement économique quasiment infini et assurant par percolation, comme dirait notre président de la République, hein, pour assurer progressivement le bonheur de l'humanité. Et ça, cette théorisation autour de la géologie et d'un homme d'un progrès scientifique et technique qui ferait le malheur de l'humanité, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement nouveau et qui doit être interrogé, on va dire. Y compris dans les conséquences que cela peut avoir, avec un certain nombre de tentations de confier finalement aux scientifiques la gestion des choses, hein, puisque les politiques et un certain nombre d'autres ont failli. On pourrait en discuter, mais ça, ce serait peut-être plutôt dans le débat que l'on pourrait voir ça. Alors, il faut revenir sur cette question, dans un premier temps, de l'anthropisation de la planète. Et justement, on sent derrière l'Anthropocène ce changement des choses. Classiquement, dans la géographie, il y avait un vieux concept, hein, qui était le concept d'œcumène, c'est-à-dire l'ensemble de la partie habitée de la Terre, hein, par référence, hein, étymologique là aussi avec le terme oikos, hein, qui a donné écologie, qui a donné aussi économie d'ailleurs. L'œcumène, hein, c'est la Terre habitée par les hommes. Et cette Terre habitée par les hommes, la vision en était, dans une perspective, hein, qui justement est très issue de la philosophie des Lumières, donc dans la géographie, on va dire, classique, on est dans la mise en valeur de la planète par l'humanité.
Au demeurant, il y a eu une période où le terme cénozoïque a été discuté. Vous rappelez cénozoïque, le temps qui correspondait plus ou moins au quaternaire, le temps du vivant récent. On a proposé anthropozoïque. On a proposé anthropozoïque pour désigner, mais ça avait un sens qui était un sens positif. Avec anthropocène, et ça se sent, on a une version beaucoup plus négative de l'impact de l'humanité. Et derrière anthropisation, c'est beaucoup une question de dégradation qui est sous-jacente. Donc il y a une connotation, on va dire, négative derrière anthropocène et anthropisation dans la façon dont on va désigner les choses. Et ça se voit très bien, je vous ai mis ces deux paysages, le paysage de Toscane, ça c'est l'ancienne vision des choses, la nature aménagée telle qu'on la conçoit, un paysage classique méditerranéen, le long labeur des hommes, etc., etc. Ça, c'est l'ancienne vision. Et puis, vous avez ce paysage d'Île-de-France qui illustrait, à un moment donné, une émission, à la fin d'une émission télévisée qui s'appelait La France défigurée. Vous voyez, c'est vraiment ces deux visions des choses. Alors, derrière ce processus d'anthropisation, on a en fait deux processus qui peuvent se décomposer, mais qui au fond se sont nourris l'un l'autre, l'un beaucoup plus ancien que l'autre. Le premier, c'est à partir de quelques foyers, comme le croissant fertile du Moyen-Orient, il y a 7000 ans. C'est ce que l'on a appelé la révolution néolithique, avec l'expansion, l'apparition et l'expansion de l'agriculture et de l'élevage. Et on a une espèce de grand mouvement qui est un mouvement de ruralisation progressive de l'ensemble, au moins, des terres émergées. La création des campagnes, de l'utilisation à la fois des ressources agricoles, des ressources pastorales, de la sylviculture, et donc une transformation d'une part de plus en plus grande de la planète. Le deuxième moment, qui est le moment de la révolution industrielle, celui qu'a choisi Crutzen dans sa théorisation de l'Anthropocène, c'est la révolution industrielle, donc, et qui a commencé, comme vous le savez, à partir de l'Europe occidentale et plus précisément à partir de l'Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle pour gagner progressivement l'ensemble du monde avec première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, développement post-industriel, etc., et qui s'est accompagné d'un grand mouvement d'urbanisation de l'espace géographique. Aujourd'hui, comme vous le savez, depuis, je crois, ça doit être l'année 2007, la population mondiale, l'humanité, est à plus de 50% urbaine, et il y a 50% de ruraux. Alors là, je fais une toute petite précision. Attention, 50% de ruraux, on peut dire que la part des ruraux décroît, mais le mouvement de ruralisation qui accompagne la période récente de l'Anthropocène, en fait, il s'accélère, parce que comme l'humanité est en très forte progression démographique, en fait, vous avez beaucoup plus de ruraux aujourd'hui qu'il n'y en avait au début du XXe siècle, et encore plus au début du XIXe siècle, quand a commencé la révolution industrielle.
Donc il y a de plus en plus d'urbains, mais il y a aussi de plus en plus de ruraux, et les mouvements de défrichement et de ruralisation de la planète continuent. Évidemment, par exemple, l'Amazonie et les grands défrichements qui ont lieu à l'heure actuelle, la grande déforestation de l'Amazonie, est un très bon exemple de cette ruralisation qui a continué. Donc, à partir de là, à partir de cette définition de ce mouvement d'anthropisation, comment tout cela a tourné vers une remise en cause du modèle de développement et d'aménagement dominant depuis les débuts de la révolution industrielle. Tout cela est lié à la montée de la question environnementale qui est patente au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais depuis les années 1960 plus particulièrement. Question sociale, question politique, question économique, donc, qui n'a cessé de monter au fur et à mesure. Et ce que je voudrais essayer de montrer là dans cette partie, avec quelques implications géographiques au fur et à mesure, hein, comme on a commencé un petit peu à les voir, c'est que cette question environnementale s'est construite par agrégation successive de problèmes environnementaux qui se sont succédés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand je dis que c'est une remise en cause du modèle de développement et d'aménagement, et comme on va le voir au fur et à mesure, le modèle de développement et d'aménagement dominant depuis les débuts de la révolution industrielle résiste bien. Je vous ai mis ici une petite publicité qui illustre ce qui sous-tendait ce qu'on a appelé le mythe prométhéen, hein, c'est-à-dire que vous connaissez ce mythe grec hein, autour du héros Prométhée qui est allé dérober le feu auprès des dieux, qui est un petit peu, il en a été bien puni après, mais enfin bon, ça c'est autre chose, mais Prométhée est donc le symbole même de la façon dont l'homme, en maîtrisant le feu, a apporté, à travers le développement scientifique et technique, tout un ensemble de progrès. Et donc, derrière la révolution industrielle, derrière cette pensée hein, qui est née à l'époque des Lumières, on a bien cette idée que le progrès scientifique et technique va nous apporter sans cesse les choses. Et réponse aujourd'hui, hein, comme vous le voyez sur cette publicité d'Areva, autour de la maîtrise du feu nucléaire, et Areva qui se fait fort, par exemple, de répondre en utilisant l'énergie nucléaire à la question du réchauffement climatique, par exemple, hein, qui est un marqueur central de l'Anthropocène. Et vous voyez, à partir du développement de l'industrie nucléaire, on a tous les signes du progrès social et du développement durable que souhaite apporter Areva à travers ses réalisations industrielles. Donc on a, vous voyez, et ça va être une question qui va être constamment remise en place au fur et à mesure qu'on va chercher des solutions
pour l'Anthropocène, vous avez cette vieille société industrielle, technique, technologique, qui a été bousculée dans un premier temps par la remise en cause liée à la montée de la question environnementale, qui retombe à chaque fois un petit peu sur ses pattes. Premier, je vous ai dit, agrégation successive de questions environnementales. La première question environnementale qui est née après 1945, elle est née sur la peur du nucléaire. Indéniablement, après Hiroshima, au moment où on était en pleine guerre froide, la montée des arsenaux nucléaires qui se font face, l'équilibre de la terreur, etc., c'est la première grande crainte environnementale. Et derrière tout cela, vous avez tout un premier élément dans cette question environnementale qui est la question du risque industriel et technologique qui peut parfois aussi se combiner à la question du risque naturel. Alors, dans un premier temps, je peux vous rappeler les grands moments où ça c'est monté d'un cran. À partir du moment où on est passé à la maîtrise du nucléaire civil, c'est à travers, par exemple, l'exemple de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, aujourd'hui en Ukraine, le 26 avril 1986. Combinaison du risque naturel et du risque technologique, avec réactivation de cette question du risque nucléaire autour de l'accident de Fukushima le 11 mars 2011, avec un séisme suivi d'un tsunami, d'un raz-de-marée, qui a envahi la côte, et puis sur la côte, il y avait cette centrale nucléaire de Fukushima, montrant au passage la vulnérabilité, le risque, dit-on, est défini comme étant la combinaison de l'aléa, l'événement qui peut se produire, et de la vulnérabilité des installations humaines par rapport à cela. Et là, c'est la vulnérabilité d'une ville et d'une installation nucléaire avec une pollution majeure qui a obligé à déménager toute la zone, et une question qui n'est pas réglée pour l'instant. Alors je vous illustre ça à partir de là, c'est que cette question du risque industriel et technologique entraîne des questions géopolitiques qui sont des questions redoutables. Vous voyez, le basculement vers ces sciences humaines et sociales, et en l'occurrence donc la géographie, bon, ça a été illustré un temps, par exemple, autour du nuage de Tchernobyl. Évidemment, les jeunes qui vont écouter ne s'en souviennent pas, mais peut-être que les plus anciens de leurs professeurs s'en souviendront. Le nuage de pollution engendré par l'explosion de la centrale de Tchernobyl, dont vous voyez une image ici à l'écran, pour les autorités françaises, il n'était pas arrivé jusque sur le territoire français. Alors, après, ils ont nié, etc. Mais enfin, bon, pourquoi ? Parce que ça remettait en cause les choix énergétiques de la France, qui étaient de privilégier justement cette filière nucléaire. Mais je dirais que cette question, par exemple, d'un choix politique fait par tel ou tel pays, telle ou telle puissance, par exemple la France pour l'industrie nucléaire, est une question qui est redoutable, puisque cela met en cause évidemment les voisins. Les voisins qui
peuvent être inquiets, et à chaque fois qu'il y a un accident, évidemment, ça relève ces inquiétudes, surtout lorsqu'ils ont fait d'autres choix que, par exemple, le choix de l'industrie nucléaire. C'est le cas des Allemands, c'est le cas des Italiens qui ont arrêté le choix et qui sont juste à côté des centrales nucléaires françaises. La question a rebondi très récemment, par exemple sur un séisme qui a eu lieu l'an dernier et qui a détruit la petite ville du Teil, le 11 novembre 2019, un séisme qui était un petit peu inattendu, qui n'avait pas été prévu, et qui a touché cette région du Teil dans la vallée du Rhône. Il était déjà assez fort, mais il aurait pu être plus fort. S'il avait été un petit peu plus fort, nul doute que la centrale nucléaire qui est dans la commune d'à côté, la commune de Cruas, aurait été gravement endommagée. Et dans ce cas-là, évidemment, et nos voisins n'ont pas manqué de nous le faire remarquer, eh bien, le nuage nucléaire n'aurait pas non plus été cantonné aux frontières de la France. Deuxième, c'est surtout dans les années 1970, hein, c'est toute la question de la pollution de l'air, des eaux, des sols, des paysages, avec un certain nombre d'éléments un petit peu marquants qui ont été beaucoup popularisés par des reportages photographiques, puis ensuite par des émissions de télévision, etc., etc. Je vous en donne un simple exemple ici, qui est ce qu'on a appelé la maladie de Minamata. C'était dans la baie de... Je ne me rappelle plus, je crois que c'est la baie de Chiba, au Japon, où le rejet de mercure par une industrie chimique a entraîné dans les villages de pêcheurs des environs des malformations considérables, hein, comme ici, cette mère avec son enfant, hein, la photo a évidemment fait le tour du monde, dont l'enfant est né pratiquement sans cerveau. Et donc, une série d'accidents, d'éléments majeurs qui montrent toute cette dégradation de la planète, hein, et qui va petit à petit imposer une autre vision de l'anthropisation marquée par la pollution progressive de la planète, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la santé, en particulier la santé des hommes. Alors, quand je dis ça a commencé ça pouvait être beaucoup plus déjà plus ancien, comme la pollution atmosphérique dans les régions industrielles et urbaines. Vous avez ici une image du grand smog de Londres, hein, en décembre 1952. Le smog, hein, pour les Britanniques, hein, smoke et fog à la fois, hein, c'est-à-dire la fumée et le brouillard, dans une Angleterre qui était encore marquée par l'utilisation du charbon. Et il y a eu plusieurs milliers de morts en 1952. On peut aussi citer la pollution des eaux continentales, des mers, des océans, l'exemple des marées noires, ici l'exemple du naufrage du superpétrolier de la société Shell à Moko-Cadiz, le 16 mars 1978, ayant pollué 300 km de côte bretonne. Il y a un troisième élément qui, d'ailleurs, remonte au XIXe siècle, mais qui va faire son retour dans les années 1980, c'est la question de la biodiversité. Le jour où
cette conférence a été enregistrée. C'est justement le jour où, par exemple, vous avez le WWF qui alerte à nouveau aujourd'hui sur l'érosion de la biodiversité. Au demeurant, dans le mot biodiversité, excusez-moi, qui est employé depuis les années 1980, devient un sujet de préoccupation mondiale qui va se traduire par notamment une stratégie mondiale de la biodiversité qui va être adoptée en 1992 lors du fameux sommet de la Terre de Rio. Quatrième problème qui surgit, c'est le problème de l'équilibre entre les populations et les ressources. Problème redoutable parce que ça met en jeu la question démographique. Avec cette véritable explosion démographique de l'humanité, pour des raisons tout à fait favorable au départ, puisque on est passé en 1800 de à peu près 1 milliard d'habitants à 2020 où on approche les 8 milliards d'habitants. Tout cela est lié en premier lieu à la baisse de la mortalité, en raison de la baisse du taux de mortalité, et en particulier du taux de mortalité infantile, et l'amélioration des conditions sanitaires avec ce que l'on a appelé la révolution pastorienne. Tout cela a entraîné la transition démographique que les élèves ont dû voir à de nombreuses reprises dans les cours de géographie. Et la natalité ne tombant que dans un deuxième temps, eh bien, vous avez une croissance considérable de l'humanité. Tout cela entraîne le retour d'une vieille théorie économique que l'Écossais Malthus avait entretenue en son temps, qui est la théorie donc malthusienne, où il faudrait limiter la population pour que la part du gâteau soit suffisamment grande pour chacun. Et tout cela, donc ces tentations néo-malthusiennes sont des tentations qui accompagnent cette théorie de l'Anthropocène. Cette montée de la population, cette explosion démographique mondiale doit être mise en relation avec les ressources, puisque les milieux et les écosystèmes fournissent à l'humanité ce qu'on appelle des ressources, donc les productions agricoles, végétales, animales, les matières premières, les sources d'énergie, qui peuvent être renouvelables ou non renouvelables, ce sont les énergies fossiles en particulier qui ne le sont pas, et puis de l'autre côté, des services, et on doit faire en sorte que les milieux restent le plus actifs possible pour que ces services soient maximisés. Par exemple, la fixation du carbone par les végétaux, la filtration des eaux par la végétation, la pollinisation par les insectes, etc. Tout cela est lié avec la montée de la population mondiale, mais à mon avis, et à l'avis, on va dire, un petit peu de tous les géographes, c'est moins une question, comme les néo-malthusiens le disent, d'équilibre simplement entre la population globale de l'humanité et les ressources, que le fait qu'il y a une très inégale distribution géographique de ces ressources et un très inégal accès des populations aux ressources et aux services écosystémiques également. Et puis, je ne vais pas insister, il y a la dernière, vous voyez, cette constitution de cette question environnementale, donc le changement climatique qui est devenu aujourd'hui
la question majeure. Alors, je ne vais pas la développer, je vais simplement la signaler, et signaler qu'elle pose des problèmes qui sont des problèmes assez redoutables aussi, et problème entre le fait que l'on démarre par des îlots d'un problème qui est local, hein, le fait que vous avez beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, notamment sur les régions industrielles et urbaines, qui vous font des îlots de chaleur urbaine. Et puis que par modification progressive de l'ensemble du système terre, émergé, continent si vous voulez, océan, atmosphère, vous avez finalement un réchauffement qui se traduit par un changement qui est un changement global. Donc là, c'est un beau système avec une déclinaison qui, vous le voyez sur le planisphère, montre des régions qui se réchauffent plus, des régions qui se réchauffent moins, voire quelques régions qui se refroidissent. Donc une déclinaison, et puis la deuxième chose, c'est que ce problème qui devient un problème majeur, qui a été saisi là aussi par les grandes organisations internationales et au premier lieu par l'ONU, à travers notamment ce qu'on appelle le GIEC, hein, c'est toute une politique mondiale pour essayer de maintenir ce réchauffement et tous les dérèglements climatiques qui l'accompagnent dans des proportions qui soient des proportions raisonnables. Oui, mais, et cela c'est directement quand on a créé le GIEC, hein, le GIEC a été créé au départ par notamment Margaret Thatcher et Ronald Reagan, hein, qui ont beaucoup insisté pour maintenir derrière les scientifiques un contrôle politique du GIEC qui n'a jamais cessé. Et derrière tout cela, en fait, vous avez toutes les politiques industrielles et énergétiques avec des gros enjeux, si vous voulez, économiques, hein, qui sont derrière cette question de la définition d'une politique mondiale et de la déclinaison de cette politique mondiale au niveau local. Alors, on peut, du coup, revenir là-dessus. Alors, je ne vais pas vous détailler, par exemple, hein, tout ce que cela a produit comme politique mondiale, à partir notamment de la réunion 10 ans après 10 ans des sommets de la Terre. Ça a donné, par exemple, le développement durable, qui est une espèce de nouvelle idéologie adaptée à cette période de l'Anthropocène. Mais, pour terminer, je voulais passer directement à une petite expérience de terrain qui montre la complexité et surtout le caractère presque ambigu de cette notion d'anthropocène et d'une vision qui, d'une manière générale, ferait de l'humanité une sorte qui ferait peser une menace grandissante sur la planète. Vous avez ici une belle image que j'ai prise en novembre 2009 d'une de ces girafes de Courret. Alors, les girafes de Courret, elles ont... c'est pas les girafes elles-mêmes hein, qui ont défrayé la chronique, hein, mais elles ont eu leur moment de, si on peut dire, de triste célébrité cet été, à l'été 2020, lorsque 6 humanitaires français, accompagnés de 2 Nigériens, ont été assassinés pour être allés voir ce trésor
la biodiversité mondiale, les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. Alors, elles ont été assassinées par les groupes terroristes qui sévissent à l'heure actuelle au Sahel. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Et ça m'a fait souvenir justement d'être allé voir, un petit peu comme l'avaient fait ces humanitaires, les girafes de Kouré, donc lors d'une mission en novembre 2009, avec un groupe de collègues, où nous étudions à l'époque le devenir du système agro-pastoral sahélien, confronté à la fois au changement climatique, et en l'occurrence à la variation de la pluviosité, et également à une décomposition progressive de tout cela. Et en novembre 2009, c'est là qu'on rejoint cette question du coup de l'Anthropocène et des grandes décisions mondiales. On est à l'époque où il y a un grand changement qui se produit au Niger. Un grand changement qui est lié au fait que la France a plus ou moins, semble-t-il, au moins pesé sur ces changements. C'est un véritable changement de régime, puisque le président nigérien d'alors a été renversé, à peu près au moment où on était sur place, pour préserver le fait que vous aviez les grandes ressources en uranium, et justement Areva, dont on parlait tout à l'heure, qui était menacé par là. Et donc le choix, par exemple, quand on dit par exemple que la France produit une énergie qui n'est pas une énergie qui permet d'éviter qu'il y ait trop de production de CO2 à travers l'énergie nucléaire, ce choix, c'est vrai, ne peut se faire que si on maîtrise par ailleurs et si on déstabilise un certain nombre de pays, comme par exemple le Niger, et puis qui a ces ressources d'uranium qui nous permettent d'avoir cette indépendance énergétique. Je pense que c'est un bel exemple, si vous voulez, de la façon dont la géographie peut permettre d'avoir une vision sur peut-être un petit peu plus critique sur ces politiques de l'Anthropocène par rapport à un certain nombre de choix qui sont faits et qui nous sont ensuite présentés comme étant des choix majeurs pour faire face à cette crise environnementale.